Le 21 août 2024, la délégation béninoise ayant brillamment participé aux Olympiades panafricaines de mathématiques au PAM à Johannesburg, en Afrique du Sud, a été accueillie avec tous les honneurs au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, conduite par le ministre de tutelle, Kwaro Ivchabi. La délégation a été porteuse d'un message important du président de la République, Patrice Talon. Ce message destiné aux jeunes ambassadeurs béninois et à leurs encadreurs souligne l'immense fierté de la nation pour leur prouesse. Lors de cette rencontre, des lettres de félicitations ont été symboliquement remises à chaque membre de la délégation. Cette reconnaissance visait à saluer les efforts considérables qui ont permis au Bénin de s'illustrer brillamment aux OPAM. En effet, la délégation béninoise a remporté un total de 9 médailles, une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Cet exploit témoigne non seulement de l'excellence des jeunes béninois dans le domaine des mathématiques, mais aussi de la qualité de l'encadrement et du soutien qu'ils reçoivent. Le premier temps fort, c'est qu'il y a un premier jury qui est mis en place, constitué de 2 béninois, en plus les représentants des autres pays. Le rôle de ce jury, c'est d'identifier les problèmes auxquels on va soumettre les candidats. L'un des critères, c'est que ce problème doit être original, inédit. Cela ne doit exister nulle part. C'est le critère le plus fort. Donc c'est suite à ça que les 6 sont identifiés et les enfants composent pendant 2 jours. Premier jour, 3 problèmes. Deuxième jour, 3 problèmes. Et chaque problème est noté sur 7. Donc au total, il faut avoir 42 points si on a réussi tous les 6 problèmes. Le fait d'avoir toutes ces médailles nous a vraiment honorés et nous sommes vraiment fiers de nous. Les réformes engagées dans le domaine de l'éducation depuis quelques années par le gouvernement de la rupture ont contribué à améliorer significativement les résultats scolaires. C'est dans cette même perspective d'excellence scolaire que le gouvernement a autorisé la participation de notre pays à la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ces résultats contribuent davantage au rayonnement de l'image de marque de notre pays sur le plan international. C'est pourquoi je tiens à adresser, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, mes vives félicitations à nos vaillants ambassadeurs. Pour le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro Chabi, le gouvernement béninois, à travers cette cérémonie, a réaffirmé son engagement à promouvoir l'éducation et à encourager les talents qui feront le Bénin de demain. Le succès de la délégation aux OPAM est un exemple éclatant des fruits des réformes engagées dans le secteur éducatif par l'administration Talon qui vise à renforcer les capacités des jeunes béninois et à les préparer pour la compétition internationale. Oui, c'est indécent de voir des jeunes filles s'habiller de cette façon parce que ça blesse la pudeur et ça conduit beaucoup de jeunes gens dans beaucoup de travers, comme les comportements qui ne sont pas tolérés dans la société, ou bien la débauche, la dépravation, et que sais-je encore. Bon, c'est la mode. Disons d'abord l'éducation, l'éducation de base et surtout aujourd'hui la mode. Quand on voit les stars de cinéma dans nos telenovelas s'habiller de certaines façons, ça les tente et ils y vont à cœur joie sans savoir qu'il peut y avoir des conséquences à leurs actes. Donc je veux dire, ce qui les pousse dans ces travers-là, c'est surtout l'éducation de base qui est faussée et aussi la mode, la tendance. Voilà. Cette façon de s'habiller peut amener à la dépravation, à entraîner les jeunes gens à penser que les parties intimes du corps de la fille peuvent être exhibées comme on le veut. On ne considère plus l'intimité. Et c'est ça qui amène aujourd'hui les travers que nous connaissons. Parce que quand avec ça on commence par se donner très tôt au sexe,
et en pensant que bon, ça n'a pas de conséquences. Or, tout de suite, on tombe dans la grossesse indésirée. Bon, pour la fille comme pour le garçon, c'est un drame. Moi, je ne vois pas qu'elles ont besoin, que ces filles-là ont besoin de conseils. Hein. Pour la plupart d'entre elles, elles savent qu'elles ne doivent pas s'habiller de cette façon. Mais pourtant, elles le font pour exhiber leur corps, pour attirer les garçons, pour montrer la finesse de leur toilette. Donc, le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'écouter les parents, tout simplement. De savoir que quand on est jeune, ce n'est pas pour s'adonner au sexe, mais penser à son avenir, écouter ses parents, travailler bien à l'école et bien dans les ateliers d'apprentissage. C'est ça qui peut les amener vers un avenir radieux. En tant que femme, en tant que fille, vous êtes appelée à être mère demain. Donc, vous devez porter quelque chose qui va servir de leçon pour le peuple. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on voit nos filles, nos enfants aujourd'hui portent de n'importe quoi. Là, vraiment, c'est pas du tout. Nous allons demander aux parents, nous qui sommes les parents aussi, nos mamans, nos papas, de leur donner de bons conseils. Parce que ça va leur servir pour l'éducation de demain. Elles s'habillent comme ça parce que vous voyez, aujourd'hui, le monde aussi, il y a aussi la pauvreté. Il y a aussi l'éducation. Les parents n'éduquent pas leurs enfants comme il le faut. Il y a aussi certains parents qui apprécient leurs enfants de porter ça. Ça, c'est pas du tout content. Parce que quand vous dites aux enfants, les enfants portent des tenues comme ça, et ils sont après, c'est pour tomber enceinte, ou toi, c'est une malédication. Vraiment, c'est totalement un désordre dans notre pays. Si on voit ça, on voit nos jeunes filles s'habiller, c'est comme il n'y avait pas... Notre pays n'a pas d'éducation. C'est ce regard, c'est ce que ça montre. Et à mon avis, si l'État ou bien le gouvernement peut faire quelque chose à cet endroit, je pense que corriger quelque chose à cet endroit, je sais que ça va aider tout le monde. Nous, les parents, les citoyens et tout le peuple béninois. Le Niger a repris l'exportation de son pétrole brut par le pipeline reliant le champ pétrolier d'Agadem au port béninois après une interruption due à des tensions politiques. Le blocage avait été provoqué par des sanctions politiques imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créant un différend entre Niamey et Cotonou. Le différend portait sur l'interdiction des importations béninoises par le Niger, réponse directe aux sanctions initiales de la CEDEAO. Cette situation a conduit à une interruption des exportations de pétrole par le Bénin, stoppant le flux de brut vers les marchés internationaux. La situation s'est débloquée, permettant le chargement d'1 million de barils sur le tanker Aura M au port de Cotonou en route pour la Chine. Cette nouvelle réjouit le cœur des Béninois. Je dirais une joie et je dirais Alhamdulillah. C'est les musulmans qui disent ça. Alhamdulillah, Melia. Parce que pour dire Alhamdulillah, pour compter le chapelet là, on ne peut pas remercier le Dieu. C'est pour cela que j'ai dit Alhamdulillah, Melia. Le peuple du Niger et le peuple du Bénin savent qu'ils sont des frères et sœurs. Je peux dire le deuxième quartier du Niger, c'est le Bénin. Et le deuxième quartier aussi du Bénin aussi, c'est le Niger. Donc, les deux, ils veulent ou ne veulent pas, ils doivent rester ensemble. Je peux dire que cette reprise du chargement du pétrole brut à partir de Agadem au Niger, on peut parler de lueur d'espoir. On peut dire que la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin se poursuit progressivement. Et après avoir été interrompu par le président nigérien M. Tiani, suite aux arrestations de 5 ressortissants nigériens sur le site de ce pipeline. Le Bénin et le Niger forment un seul peuple depuis l'Antiquité, bien avant la colonisation, l'indépendance, etc., etc. Et la coopération entre deux pays, ce n'est pas l'amitié de deux individus. Les deux sommets ont compris
qu'il faut qu'ils se comprennent parce qu'ils ne gèrent pas leur entreprise, leur champ, leur affaire. Je crois que le général Tiani, je crois qu'il le sait bien. Peut-être que lui-même, Tiani qui est là, il a ses frères et sœurs, peut-être dans les zones de Malanville et Karimama. Je suis en train de dire ça, hein, mais il doit avoir des frères et sœurs au Bénin. Donc, cette reprise de pipeline, je crois que c'est une bonne chose. Et je profite pour remercier nos anciens chefs d'État. Je veux parler du président Soglo et le président Boniaï, qui ont mis la main dans la pâte rapidement et que ce dégel est arrivé. Le Niger a besoin du Bénin autant que le Bénin a besoin du Niger. Depuis leur désordre, qu'est-ce que nous voyons sur le marché? Il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas de gingembre, il n'y a pas de l'ail, etc., etc. Il ne faudrait pas que ce projet-là échappe au Bénin. Donc le président Talon, il doit jouer, il doit faire le diplomate pour que parce qu'on entend que ça ira au Tchad ou tout ça là, vous avez vu. Donc il faudrait qu'il négocie bien. Il ne faudrait pas que c'est en son temps que le Bénin et le Niger se sont séparés. Ça ne l'honore pas. C'est pourquoi sous cela, il est en train de jouer toutes les diplomaties pour que les activités reprennent. Vous avez vu, non? Des milliers de transporteurs aujourd'hui sont en chômage. Vous savez bien que la plupart de tous les Béninois et tout le peuple nigérien, c'est le transport. C'est le transport. Aller charger au port, aller déverser ça au Niger. Et c'est plus rapide. Je rends grâce et gloire à l'auteur et au dispensateur de toute vie qui les ont fait comprendre et ils l'ont accepté. La reprise des exportations est un signal important pour les marchés énergétiques de la région. Dans une lettre ouverte adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, les pays de l'AES demandent des mesures appropriées contre l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont invité dans leur missive datée du 19 août l'ONU à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de Kiev de soutenir le terrorisme dans le Sahel. En outre, ils exigent du Conseil de sécurité des mesures contre des actions subversives qui renforcent les groupes terroristes en Afrique et constituent la manifestation de l'implication de sponsors étatiques étrangers dans l'expansion du terrorisme dans la région. Un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssov, avait affirmé fin juillet que son pays avait fourni des informations aux rebelles du cadre stratégique permanent pour la défense de l'Azawad lors de la bataille de Tizawaten dans laquelle plusieurs soldats russes et maliens ont perdu la vie. Bamako et Niamey avaient dans la foulée rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine, une décision jugée précipitée par Kiev. Suspendre tous les vols d'Ethiopian Airlines en Somalie, c'est la menace des autorités de Mogadiscio. La discorde est née d'un accord signé en janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland. Il offre à Addis Abeba l'accès à 20 km de côte sur 50 ans en échange de la reconnaissance du Somaliland. Bien que les autorités éthiopiennes n'aient pas encore confirmé l'accord, la tension entre les deux pays est montée d'un cran. La Somalie dénonce une agression et une violation de sa souveraineté. L'autorité somalienne de l'aviation civile a exprimé ses inquiétudes à Ethiopian Airlines sur la gestion des vols vers la Somalie. En réponse, la compagnie a retiré les noms des destinations somaliennes de ses affichages, les identifiant simplement par des codes d'aéroport. Les premiers camions du programme alimentaire mondial transportant des vivres essentiels ont traversé la frontière d'Adré entre le Tchad et le Soudan. Ce point de passage clé avait été fermé pendant 6 mois par les autorités soudanaises. C'est seulement la semaine dernière que Khartoum a annoncé sa réouverture. Pendant la fermeture, le PAM était contraint parfois d'utiliser des voies longues et dangereuses.
Ce sont les premiers camions à franchir la frontière entre le Tchad et le Soudan à Adré depuis des mois. C'est une très bonne nouvelle car ce corridor est le plus rapide et le plus pratique pour acheminer l'aide humanitaire aux populations du Darfour qui en ont besoin urgemment. Depuis le début du conflit en avril 2023, l'ONU s'alarme du blocage de l'aide humanitaire et de l'interruption de la saison des récoltes. Selon plusieurs rapports, plus de 25 millions de civils au Soudan et les personnes ayant fui leur pays sont dans une situation de famine et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Le Mozambique, sur la côte sud-est de l'Afrique, est régulièrement frappé par des cyclones et des inondations. Les intempéries affectent plus de 60% de la population vivant dans des zones basses et dépendantes de l'agriculture. Le président Philippe Nyusi a souligné jeudi la gravité de ces menaces lors d'une cérémonie à Maputo, la capitale. Le Mozambique est un pays constamment menacé par des catastrophes naturelles, notamment des inondations, des cyclones et des sécheresses. Tous ces événements causent des destructions, entraînant des pertes humaines, des dommages matériels et environnementaux. Ils ont également de graves répercussions sur la société et notre économie. Après avoir été officiellement lancée en novembre 2023 sous la direction de l'ONU, une feuille de route nationale pour des alertes précoces pour tous d'ici 2027 a été mise en œuvre, accompagnée d'un investissement significatif dans les infrastructures météorologiques. Il est crucial de réduire les pertes humaines et les dommages. Les alertes précoces nous seront essentielles pour nous protéger. Comme je l'ai mentionné, la meilleure réponse est d'améliorer notre capacité de prévention et de préparation, notamment par des actions d'alerte précoce. Cette initiative englobe toute la chaîne de valeur météorologique, de la collecte de données à l'amélioration des prévisions et des systèmes d'alerte. Cependant, le pays doit encore se doter de stations conformes aux normes de l'Organisation météorologique mondiale. Un violent échange de tirs d'artillerie lourde a éclaté ce jeudi entre Israël et le Hezbollah, dans des villages situés de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise. Du côté libanais, la ville de Khayyam a été lourdement bombardée par l'artillerie israélienne, soulevant d'épais panaches de fumée. En représailles, le Hezbollah a lancé des frappes sur la ville israélienne de Methoula, affirmant qu'en réaction aux attaques israéliennes visant les villages du sud du Liban et des habitations civiles, ces combattants ont pris pour cible des bâtiments utilisés par des soldats israéliens à Methoula, les frappant avec précision à l'aide d'armes adaptées. Depuis plus de 10 mois, Israël et le Hezbollah échangent des frappes quasi quotidiennes qui ont tué jusque-là plus de 500 personnes au Liban et une cinquantaine en Israël. Le Parlement ukrainien a voté mercredi en faveur d'un projet de loi présenté par le président Volodymyr Zelensky. Ce texte vise à aligner le code pénal ukrainien sur le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. En rejoignant la CPI, l'Ukraine espère punir la Russie pour les crimes de guerre présumés commis sur son territoire. Bien que saluée comme une décision historique par le ministre des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, cette initiative suscite des inquiétudes notamment au sein de l'armée ukrainienne qui craint que ses propres forces ne soient poursuivies. Au total, 281 parlementaires ont voté pour. La députée Levgenia Kravchuk a souligné que l'Ukraine invoquera une disposition du statut de Rome qui permet de protéger ses citoyens, qu'ils soient civils ou militaires, de poursuites pendant une période de 7 ans. Cependant, des voix critiques comme celle de la députée de l'opposition Irina Gerashchenko expriment des préoccupations sur ce qu'il adviendra après l'expiration de cette exemption. La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé jeudi tous ses concitoyens à rejeter la division politique et à tracer ce qu'elle a nommé un nouveau chemin. Un message d'unité délivré alors qu'elle acceptait la nomination de son parti durant la convention démocrate à Chicago.
J'ai conscience qu'il y a des gens de différentes opinions politiques qui nous regardent ce soir. Et je veux que vous sachiez que je promets d'être la présidente de tous les Américains. Vous pourrez toujours me faire confiance pour placer le pays au-dessus de mon parti et de moi-même. Et d'honorer les principes fondamentaux de l'Amérique. De l'état de droit aux élections libres et équitables, en passant par le transfert pacifique du pouvoir. La traditionnelle pluie de confettis a marqué le moment pour Kamala Harris, fille d'immigrants jamaïcains et indiens, devenue la première femme noire et d'origine asiatique à accepter une nomination présidentielle majeure. Son ascension représente un moment historique, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les Afro-Américains qui la voient comme un symbole d'espoir et de changement. Je suis témoin de l'histoire. L'avoir accepté cette nomination est un moment que je n'oublierai jamais. Il est important d'être ici pour témoigner de l'histoire. Ces 2 dernières semaines ont été énergétiques, pleines d'espoir et de joie. Et je me réjouis de faire partie de ce mouvement. Pouvoir dire à mes petits-enfants que j'étais là quand cela s'est produit, c'est super important. À l'approche de la présidentielle, Kamala Harris devra traduire son message d'unité et de justice en propositions concrètes, tout en consolidant le soutien des minorités qui espèrent une présidence plus représentative.